On est ici pour recevoir mes invités dans la Cool Box et c'est pas un hasard. Même si la quadrature du cercle est un problème insoluble pour les mathématiciens, les joueurs savent très bien que nous, les joueurs, nous réussissons cet exploit régulièrement puisque nous roulons les dés. Ces petits cubes qui font rager lorsqu'ils ne tournent pas pour nous, nous seront servis aujourd'hui. Ils nous seront servis en sushi ou en ville, où vous pourrez même en devenir le roi. Et si vous n'aimez pas ces petits cubes, vous aurez Hank à vous plaindre aux dieux égyptiens. Aujourd'hui, c'est Justine Darvaux, Simon Trottier et Steve Simard que je reçois, mais nous commençons par une sortie à soirée de jeu pour aller voir la proposition de Philippe Jonca. J'espère que vous aimerez ce jet parce que vous regardez à chacun ses jeux. Salut, Philippe Jonca, gérant pour Soirée de jeu. Moi, en fait, je tripe sur les jeux de société, mais secrètement, je fais juste travailler ici pour avoir plus d'amis pour jouer à Spirit Island. Chronique, moins de 30 minutes. 30 minutes. Hey, bonjour Philippe, comment ça va? Super bien, toi, ça va? Ça va bien, merci, merci. Je vois des dés, rois et compagnie. Qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est le jeu Roi et compagnie qui est la version légère de King of the Dice, qui est juste là. C'est qu'en fait, on a troqué le plateau pour vraiment un jeu de cartes, donc qui est plus portable pour se rendre en camping ou juste sortir un petit jeu de fin de soirée, c'est idéal. Le but, en fait, c'est de faire le plus de points en ayant le plus beau des royaumes. Donc, pour faire ça, c'est un peu le même principe qu'au Yum ou au Yahtzee. On a des dés et on doit les lancer 3 fois et on garde qu'est-ce qu'on veut garder pour essayer d'aller chercher des cartes. OK. Chaque carte a une couleur et chaque village a une couleur. Donc, dépendamment de la carte qu'on veut aller chercher, si elle est de la même couleur que le village dans lequel elle se trouve, on part avec la carte qui nous donne des points, donc comme on voit juste ici. Comme bleu, là, ici. Oui, et si c'est la même couleur que le village, on part aussi avec le village qui nous donne des points. Donc, dans ce cas-ci, on a une carte bleue, une carte mauve, ce ne serait pas le cas. On ramasserait juste, mettons, si je comprends, là, je vois 4 rouges, j'imagine que c'est 4 dés dont la face est rouge. Exactement. Okay. C'est qu'en fait, on va devoir réussir à faire un des défis qui sont là pour avoir un nouveau villageois. Donc, on aurait, par exemple, d'avoir une paire de dés et une deuxième paire de dés, donc 2 paires de dés en tout. Quand on parle de paire de dés, là, ça pourrait être genre 2-2 puis 2 verts, mettons? Oui. OK. Donc, on peut alterner avec la dynamique des nombres et des couleurs. Exactement. Tandis que cette carte-là, ça peut être d'avoir 5 rouges. Celle-là, c'est d'avoir 4 rouges. Ou sinon, on peut avoir, par exemple, un magicien qui, lui, demande d'avoir 2 rouges, 2 verts, 2 bleus. L'important, c'est de réussir à faire un des 5 défis qui est sur la table. Et au moment où on réussit, par exemple, j'aurais en ce moment 2 verts et 3 bleus. Donc, je pourrais aller chercher la carte là, qui est une carte mauve. Ça, c'est brun. C'est pas la même couleur. Je pars pas avec le village. Et on tasse ça ici. Puis là, le X que dessus, c'est-tu un 10 romain ou c'est un pas de point? Ça, c'est un point qui est variable dépendamment des cartes que tu as à la fin de la partie. D'accord. Donc, pour ce qui est justement des cartes, puisque ça a bougé, ça veut dire que les combinaisons de couleurs des cartes ont changé. Celle-là qui était à côté d'un village vert, maintenant est à côté de son village. Donc, prendre cette carte-là maintenant vaudrait 4 points. Je vois. Puis là, en fin de partie, j'imagine, toutes les cartes que tu as vont compter ou juste celles d'un village que tu vas avoir? Toutes les cartes que tu as amassées vont compter. OK. La partie se termine lorsqu'il y a 3 villages de la même couleur qui sont sortis. Si un paquet de villages est vide, à ce moment-là, ça sonne la fin de la partie. Ou si on n'a pas réussi aucun des objectifs sur la table, on se retrouve à avoir un idiot du village qui, lui, vaut une pénalité de points. OK. Donc, tu ne veux pas avoir des idiots dans ton village. Si cette pile-là est vide, c'est la fin de la partie aussi. Petite particularité aussi
très amusante du jeu, c'est qu'on a parfois des cartes comme ça qui donnent des malus. Oh. Et comme on voit, il y a ici un bel icône de cadeau. C'est que lorsque tu réussis à aller chercher ce personnage-là, tu le donnes en cadeau à un autre joueur. Ah, question de se faire des amis. Ben oui, c'est ça, avec un beau -2, tout le monde est content d'avoir des pénalités. Comme par exemple, ici, c'est qu'avec le total des dés, il faudrait jouer plus grand ou égal à 25. Donc là, par exemple, ici, moi j'ai 10, 16, 18, je suis seulement à 20, donc il faudrait que je relance les dés pour essayer de monter plus haut que 25, aller chercher cette carte-là et te la donner en cadeau. C'est tellement fin. Ben, ça fait plaisir, hein? Ben oui. Puis ça se joue de 2 à 5. Oui. Y a-tu des... À 2, c'est-tu aussi le fun qu'à plusieurs ou... Ben, vu qu'il y a une mécanique un peu plus de ce qu'on appelle en anglais du take that, donc de je t'envoie des trucs dans ta gueule, il n'y a aucun problème. À 2, ça se joue très bien. À 5 aussi. Il n'y a vraiment pas à se questionner sur le nombre de joueurs pour ce jeu-là. Il roule bien à tous les nombres. Puis c'est quand même rapide de passer au travers des cartes ou ça peut être... On parle d'une partie à peu près qui dure à peu près 20 minutes. Ça veut dire que ça, tu peux en faire 2-3 avant le souper, Oui, il n'y a c'est pas ça. de problème. Là. C'est ça, c'est un excellent jeu entre deux gros jeux. Entre deux parties de Gloomhaven, tu sors ça pour te changer d'idée un peu, il n'y a pas de problème. Ou entre le souper puis le cours de skidoo de la petite fille, donc je ne sais pas. Mais tu peux le sortir vraiment à toutes les sauces. Ça se sort bien. Oui, c'est vraiment intéressant. Ben, je te remercie beaucoup. Sérieusement, un beau petit jeu là, que tu proposes là. Super, merci. Merci. Bye. Je m'appelle Justine, je suis enseignante au primaire et j'aime beaucoup les jeux de groupe. Chronique pour les enfants. Bonjour Justine. Bonjour! Ça va bien? Oui. Oui. Hey, qu'est-ce que tu me présentes cette semaine? Je présente le jeu Sushi Dice, Oui. qui est un jeu comme dans le nom de dés, principalement. Là. Puis un jeu qui se joue de 2 à 6 personnes, facilement jouable pour des adultes, des enfants. OK. 6 ans et plus. Puis les enfants, là, c'est quand même facile. Les règlements sont assez simples. OK. Puis ça se joue bien. C'est un jeu quand même rapide aussi, une quinzaine de minutes là, pour faire une partie. Là, c'est très envisageable. D'accord. Comment ça fonctionne? Donc, le jeu, on peut jouer de 2 à 6, mais ça va jouer toujours en duel. OK. Donc, si je me trompe pas dans les règlements, c'est la personne la plus vieille ou la plus jeune qui commence, qui choisit un adversaire parmi la gang qui joue. Adversaire, je te choisis! C'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, chaque adversaire prend un paquet de dés. Donc, moi, je prendrais lui. Toi, tu peux prendre lui. Puis, avant de commencer, on tourne 3 planches de sushi. Donc, là, on voit que c'était pas très bien brassé. C'est pas grave. Puis, le but du jeu, c'est de tourner nos dés jusqu'à ce qu'on réussisse à faire un des 3 plateaux de sushi. Puis là, à chaque fois qu'on lance les dés, faut-tu tout lancer les dés? Pas nécessairement. On peut y aller comme on veut. Au on Yum, peut choisir... Ouais, c'est ça. Un peu comme le Yum. Puis, on n'a pas besoin d'attendre l'adversaire. Fait que je peux lancer autant de fois que je veux. Fait que, tu sais, si je brasse... ben, je choisis les dés que je veux garder. Exemple que je voudrais faire, là, c'est sûr que j'ai pas de rouge, fait que c'est peut-être pas le meilleur plateau à faire. Mais tu sais, je peux garder ceux-là, je rebrasse ceux-là, tu sais, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai un plateau. C'est vraiment un jeu de vitesse. OK, c'est donc le plus vite. On brasse, on brasse. Là. Oui. Fait que là, si je vois que tu es en train d'en faire un, je peux dire, je vais prendre ça relax et essayer de faire l'autre. Ou dire non, je vais te battre sur le plateau que je vais aller chercher. Peu importe. Puis, parce que les 3 plateaux sont en jeu? Les 3 plateaux sont en jeu, puis on n'est pas obligé de dire lesquels on fait. Okay. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui se ressemblent. Fait que des fois, tu sais pas quel ton adversaire va prendre. C'est sûr que le rouge, c'est évident, quand tu gardes 3 rouges pour toi, c'est sûr que c'est lui que tu vas faire. Oui. Oui. Puis sont assez variés ou... Ça se ressemble. Tu sais, il y en a beaucoup qui reviennent. Là. Beaucoup, souvent, c'est toutes les couleurs pareilles ou toutes différentes. OK. Ça revient. Puis le premier, dès que tu as réussi à faire ton plateau, premier qui clique, il gagne, ça finit. OK, il y a une carte qui est en jeu. Oui, c'est une carte à la fois. OK, faut pas c'est le parler. premier qui en fait une. OK, fait que donc, si je comprends bien, là, Puis il y a une pogne aussi. Ah ouais? Évidemment, il y a toujours souvent des pognes dans ces jeux-là. Il y a un petit
Ah ouais, comme on ressemble une tête de mort noire. Oui. Si mon adversaire tourne le petit dé noir, je le vois dans son jeu, je dis Burk et il doit recommencer au complet. Donc, prendre ses 6 dés et retourner. Donc, faut être attentif quand même À notre jeu, au jeu. puis au jeu du voisin. Puis là, je vois des petites étoiles. Ah, non, c'est les petites étoiles qui sont là, c'est ça? Non, la petite étoile, là, c'est comme un joker. OK. Donc, ça peut remplacer n'importe quelle image côté de dé. Les dés sont toutes pareilles? Parce que là, je vois Non. qu'il n'y a pas de face. OK, il n'y a pas de face Burk dessus. Ouais, non, il y en a qui n'ont pas de petite face Burk, ça dépend. Puis, c'est ça. Donc, le premier qui réussit à en faire un garde la carte. Le duel est terminé. Puis, on s'en va à la gauche. Fait que moi, la personne qui sera à ma gauche fait un duel avec la personne qui sera à ta gauche. C'est des duels comme ça, jusqu'à ce qu'une personne ait assez de petites cartes de ramasser pour gagner. Puis, le nombre de cartes qu'on a besoin pour gagner, ça dépend du nombre de joueurs. Donc, si je ne me trompe pas, 2. Si on joue à 2, ben c'est 6 cartes. Si on joue à 3, ben ça va être un peu moins vu que c'est plus long. Donc, le but, c'est un peu de faire une partie qui a une durée raisonnable sans avoir à tout passer les cartes, je comprends bien. C'est ça. Ah, mais ça a bien l'air le fun. Que je sens qu'il y en a qui doivent... Mais là, les maladroits qui lancent trop fort, c'est ça fait partie de... Faut se contenir, puis ça fait partie du jeu. Avec les enfants, ça les fait se contenir un peu, puis faire attention. Éviter les petits... les petits tourneurs de dés. Ouais. Hey, super, c'est le fun, ce jeu-là, j'aime ça. Mais j'aime ça, merci, et non, j'aime si, merci. Mais merci. Merci. Salut tout le monde, Simon Trottier, très content de revenir pour une autre saison. Écoute, je suis un passionné, un affamé de jeux de société. Il n'y en aura jamais assez pour que je les joue tous, puis ça m'angoisse. Donc, très content d'être là. Chronique contemporain. Salut Simon. Salut Sébastien. Ça va? Ça va très bien. Oui. Far West. Le Far West, on est dans Dice Town. Un jeu de thématiques, il y en a beaucoup des thématiques Far West, je pense, dans le jeu de société, mais celui-là est excellent. C'est un mix de brassage de dés et de poker, en fait, parce que justement, on va viser d'obtenir des combinaisons de poker, tu sais, allant de la paire à 5 as, dans le fond. Donc, c'est vraiment... Ce qu'on a sur un dé 6 faces, c'est vraiment le 9, le 10, le valet, le roi, la dame et l'as. C'est ce qu'on a sur le D6 faces plutôt que le classique 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, dans Dice Town, le but, c'est d'aller obtenir des points de victoire à la fin pour être consacré le meilleur bandit de Dice Town. Les points de victoire, en fait, ce qui nous en rapporte, c'est les pépites d'or ici, donc 1 point par pépite. Chaque 2 $ nous donne 1 point de victoire. Et les cartes de propriété qu'on va acheter vont de 1 à 5 points de victoire tout au long de la partie. Donc ça aussi, c'est une des façons très concrètes de faire des points de victoire. Pour le magasin général, il y a quelques cartes qui vont donner des points de victoire en fin de partie aussi. Mais la plupart, c'est pour changer nos dés ou des roublardises qu'on peut appliquer un peu partout dans la partie. C'est pas nécessairement les points de victoire qui sont priorisés au magasin général. Donc dans Dice Town, le but, c'est d'aller occuper un des endroits, en fait, parce qu'il y a 6 endroits à aller. Il y a la mine d'or, la banque, le magasin général, le saloon, le shérif et l'achat de propriété. Donc, ce qui va déterminer qui va où, c'est la meilleure main dans chacun. Parce qu'à chaque tour, comment on joue à Dice Town, c'est que on va brasser nos dés, chacun, OK? Et par la suite, secrètement, on observe. Et comment ça fonctionne dans Dice Town, c'est que on peut garder gratuitement un dé. Mais si on va en garder plus que un, c'est 1 $ que ça nous coûte par dé. Fait que si moi, exemple, j'ai cette brasse-là et je veux absolument garder ça. Donc, j'ai un dé gratuit et ça me coûterait 3 $ garder mes 3 autres dés. Et par la suite, je pourrais brasser mon autre. Mais chaque fois, gratuitement, si on n'a pas d'argent, forcément, on peut en garder un à la fois, même si on a toute une brasse. Fait que c'est toujours bon d'avoir de l'argent parce que si on sort la brasse du siècle, ça coûte forcément 4 $ la garder. Donc, à chaque fois, on peut en garder un. Rien garder, c'est 1 $ aussi. Si tu veux rien garder, c'est 1 $ pour rebrasser l'entièreté. Donc, on joue et à chaque fois, moi, exemple, c'est parce que je ferais comme, bon, moi, je garde ça, je paye, et là, je continue. Donc, toi, tu vois ce que je garde. Fait que tu es capable de dire, ah, lui, il s'enligne peut-être vers le saloon, il s'enligne peut-être. Et à chaque fois, on brasse jusqu'à ce que quelqu'un dise, j'ai terminé. Quand quelqu'un dit, j'ai terminé, tout le monde brasse en même temps. Et quand quelqu'un dit, j'ai terminé, ben là, tout le monde a droit à une dernière brasse qui va être finale, tu sais. Et la dernière brasse ne coûte rien. Comme exemple, si moi, j'ai gardé ça, puis j'ai pas d'argent, puis quelqu'un dit, j'ai terminé, bien forcément, là, je garde ça. J'aurais pas à payer. Donc, on garde pendant la phase stratégique. Et à la fin, une fois on a nos brasses, c'est là qu'on détermine qui va où. Donc, à la mine, vous voyez, le 9, celui qui a le plus de 9 dans son jeu va à la mine. Celui qui a le plus de 10 va à la banque.
Celui qui a le plus de valets va au magasin général. Donc, ta brasse va déterminer si moi, je veux absolument aller à la banque. Mais moi, il faut que je vise d'avoir beaucoup de 10. Parce que si tu as 3, comme dans le cas présent, c'est toi qui irais à la banque. Moi, je pourrais pas y aller. J'ai 2 10, toi, t'en as 3. Et tu peux profiter de plusieurs actions dans ton tour. Tu sais, comme le cas présent, c'est toi qui irais à la mine aussi parce que tu as 1 9, moi, j'en ai pas. OK. Mais c'est moi qui irai au magasin général, c'est moi qui irai au saloon, c'est moi qui profiterai du shérif. OK? Donc, ce que je vois avec ça, là, une dynamique à 2 joueurs, ça va pas être pareil qu'à 4 ou 5 joueurs. Non, c'est vraiment... Moi, je conseille de jouer à 4 au moins. Là. À 2, pas, c'est un affrontement comme ça. Il est moins intéressant que quand tu es jusqu'à 6 joueurs avec l'extension. OK. À la mine, ce que ça fait, c'est que le nombre de 9, si tu as 3 9, ben, tu prends 3 pépites. Donc, les pépites d'or, c'est un point de victoire direct. À la banque, tu ramasses l'argent de la banque. En début de partie, il y a 3 $. Mais tout l'argent qu'on dépense pour garder les dés s'en va ici et se ramasse à la banque au tour d'après. Fait que des fois, la banque est très payante et c'est une façon concrète d'aller chercher de l'argent. Parce que quand il n'y en a plus d'argent à Dice Town, ça va pas bien. Tu veux pas avoir d'argent et être obligé de garder un par un. Parce que si tu fais une brasse intéressante puis tu vas aller chercher ça, ben, puis t'as pas d'argent, tu es obligé d'acheter et de démonter un par un. Fait que l'argent, c'est assez le nerf de la guerre. Le General Store, c'est celui qui a le plus de valets. Et comment ça fonctionne? C'est exemple, si j'avais 3 valets, je prendrais 3 cartes du General Store. J'en garderais une. Et après ça, j'irai remettre... mais plus t'en as, plus ça te donne la chance de pogner une bonne carte. Le saloon, c'est plutôt de reine. Mais là, dans ce temps-là, je viendrais te prendre 3 cartes à toi. Puis je t'en volerais une, parce que j'ai 3 reines. Fait que ça, le saloon, ça permet d'aller voler chez l'adversaire des cartes intéressantes. Le shérif, ça détermine qui est le shérif. Le shérif vaut 5 points en fin de partie. Donc, en cours de partie, ça Il sert à déterminer les égalités. Donc, si on joue, exemple, tu as 9, vous avez 2-10, 2-10, c'est le shérif qui détermine qui va aller à la banque. Et le shérif peut se faire soudoyer. Il peut dire, ben moi, si tu veux vraiment aller à la banque, ça coûte 5$. Fait que si quelqu'un donne 5$ au shérif, il va donner l'avantage. Fait que être shérif, c'est régler la visibilité. Tu règles les égalités et le soudoiement du shérif est permis. Donc, en étant shérif, tu peux toujours dire, ben tu veux-tu vraiment y aller à la banque? Donne-moi 2$. Puis s'il y a quelqu'un qui veut plus le donner, ça permet de... Et à la fin de la partie, ça vaut 5 points de victoire. Et ici, c'est la meilleure main de poker. Donc, gars, dans le cas présent, tu sais, moi, j'aurais une main pleine. On le rappel est là. C'est moi qui aurais la meilleure main. C'est moi qui profiterais du Town Hall. Et on prend toujours la carte la plus basse. Okay. Et par as supplémentaire, on prend une carte de plus. Fait que si tu avais la meilleure main avec ça, exemple, tu prendrais une carte, puis là, tu as un as, donc tu prendrais 2 cartes. OK. Ça va de 1 à 5 ici. Donc 5, c'est la meilleure. 1, c'est la moins. OK, quand tu dis la plus basse, c'est celle-là où je pensais que tu parlais Non, tu prends la plus basse ici, en fait, dans le territoire. Fait que celle-là qui est accessible, c'est celle-là. Fait que des fois, quand il y a des tours à 1, 2, 3, c'est pas tant intéressant d'aller là, le monde va jouer ailleurs. Mais quand il y a des cartes à 4, à 5, d'aller chercher la meilleure main avec des as, ça peut te permettre de rafler et de ramasser beaucoup de points de victoire. Donc, à chaque tour, on joue, on détermine qui va où, et on joue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de titre de propriété ou plus de mine, plus d'or dans la mine. Et au tour où ça atteint ça, c'est le dernier tour. Donc, quand ça se vide, le tour se termine. Ici, on a les cartes du Dog Bad Luck. Ça veut dire que quand tu joues à 2 ou à 3, ça n'arrive pas, mais quand tu joues à 5 ou à 6, des fois, tu as été le meilleur nulle part. Donc, tu profites d'aucun effet. Et là, dans ce temps-là, tu vas au Dog Bad Luck. Ça veut dire que tu n'as rien eu, tu as une petite carte de consolation qui te donne quelque chose. OK, ça te donne quelque chose, c'est pas genre des malus. Non, 2$, ou ça, c'est une consolation d'avoir été de nulle part, parce que quand tu joues à 3 ou à 3, ça arrive moins, mais à 4 ou à 5, des fois, c'est quelqu'un qui va aller, la même personne peut aller à la banque et au saloon, c'est toi qui as à la fois le plus de 10, à la fois. Donc, c'est ce qui fait que ton action, c'est bon, au prochain tour, j'ai besoin d'argent, il faut que j'aille vers la banque. Des fois, je vois que, lui, il s'en va vers la banque aussi. Les dés que les personnes gardent, tu les vois, tu sais. Fait que tu vois un peu leur intention d'aller où, tu sais, ça peut te permettre de dire, OK, j'ai vraiment besoin de ça pour y aller, ou j'abandonne ce combat-là, tu sais. Hey, wow, Donc, c'est vraiment un jeu, pour vrai, moi, c'est un gros coup de cœur d'Ice Town. Après une partie, tu sais, c'est suffisant en plus après la première partie pour faire tout de suite. J'en refais une autre là. Je veux avoir ma revanche. Puis il y a une extension qui permet de jouer jusqu'à 6 joueurs, qui ajoute une deuxième option, comme le meilleur deuxième. Moi, je jouerais plus sans l'extension, une fois qu'on est habitué. Ça veut dire que le meilleur deuxième va chercher un avantage moindre, mais tu peux décider d'y aller même si t'es premier, de choisir le deuxième. Puis après ça, ça rajoute une option à chaque lieu. Puis ça rajoute la cause, le dé des Indiens qui appellent, je ne sais plus si on peut dire ça aujourd'hui, ils l'appellent de même dans les règlements, le dé des Premières Nations. Puis eux peuvent venir t'aider à avoir quelques avantages. Donc l'extension Wild West, je crois que je l'avais derrière moi ici. Oui, exactement. Donc, elle est vraiment intéressante à avoir, ceux qui aiment Dice Town, mais le jeu de base est très cool. La famille embarque là-dedans. Un jeu de bluff, de prise de risque. Un bust. Oui, à plusieurs. À plusieurs, oui. À 2, c'est moins intéressant. À 4 ou 5, recommandé. Excellent. Ben, je te remercie. Plaisir, Sébastien. Salut. Chronique une nouveauté.
Salut Steve. Salut Sébastien. Ça va bien? Oui. Hey, un beau jeu devant moi. Oui. Ça a donc bien l'air magnifique. Excuse, là, mais ça a l'air magnifique, ces belles petites pièces-là. Oui, quand même, une partie du plaisir du jeu consiste à manipuler les pièces. Alors oui, en fait, on se retrouve dans l'Égypte antique, c'est Ankh, A-N-K-H, je joue un peu de la difficulté à savoir Ankh, en tout cas. Bref, Ankh qui nous propose finalement une bataille de dieux à la fin de l'Antiquité. En fait, c'est le déclin du polythéisme. OK. Et puis, il ne restera qu'un seul culte. On tombe dans le monothéiste. Alors, quelle divinité restera à la fin? C'est un peu le contexte du jeu. On a 6 dieux. On a Isis, on a Ra, on a aussi Anubis, on a Amon-Ré et on a Osiris. Et en fait, chaque divinité ont leur armée aussi pour conquérir pardon, soit des pyramides, soit des temples, ou soit des monolithes. Et comme on voit le jeu, en fait, il y a un chiffre qui indique en fait des sections du tableau. Et plus qu'on va avancer dans le jeu, ben, plus que le décor va se fractionner aussi. Et par exemple, bon, je donne un exemple, c'est avec l'aide des figurines de chameaux qu'on fractionne le jeu. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va avoir par exemple des nouvelles sections, par exemple, qui vont apparaître. Ouais, comme on est en fait dans un monde qui est en déclin. Et puis finalement, ben c'est ça, l'Égypte se fractionne, les divinités tombent, et puis on est dans ce genre de contexte-là. Qu'est-ce qu'il y a ici? En fait, ce sont nos actions possibles. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est des événements qui vont arriver. Et les événements vont nous permettre justement à faire des points, à faire de la bataille, parce qu'on ne se bat pas quand on veut. En fait, ce qu'on fait, c'est un jeu de placement, puis il arrive des événements où on se bat par la suite. Rapidement, les 4 actions possibles, c'est le déplacement. Okay. Vont par la suite invoquer des figurines où je vais faire apparaître des nouveaux guerriers, ou encore si j'ai assez découvert mes places ici, je peux avoir des figurines spéciales. Comme là, j'ai sa tête, momie et un scorpion géant, mais j'aurais pu avoir aussi le sphinx, un crocodile et des momies-chats. Bref, qui ont tous leur avantage. D'ailleurs, qu'on identifie par le socle qu'on place par la suite de notre couleur et puis qu'on invoque sur le jeu. Chaque figurine spéciale ont leur attribut qui est décrit. Soit aussi que ce que je peux faire, c'est recruter des fidèles, parce qu'étant donné qu'on est une divinité, on carbure aux fidèles qui nous suivent. Fait que c'est un peu notre monnaie, en fait, avec laquelle qu'on peut dépenser pour faire cette action-ci, qui est déverrouiller les pouvoirs d'Ankh. Fait que quand les pouvoirs qui sont les mêmes pour les divinités, il y a des petites règles qui sont propres à chaque divinité, mais sinon, les pouvoirs d'Ankh qu'on va déverrouiller, ben ça sont pareils. Et je paye le montant indiqué ici pour les avoir. Et aussi, l'argent va servir aussi pour les combats, pour miser, puis avec des cartes aussi. Alors, je reviens à ma place et je vais expliquer un petit peu la trajectoire d'événements. Ce qui arrive, c'est que quand on choisit une action, on avance le marqueur. Plus qu'on est de joueurs, ben, plus que le marqueur est loin. Et lorsque le marqueur touche à la dernière tuile ici, le marqueur d'événement arrive. Et le marqueur d'événement, qu'est-ce que ça permet? Ça peut permettre de s'approprier une nouvelle, soit un nouveau temple, un nouveau monument ou une nouvelle pyramide. Ça peut permettre d'amener aussi des batailles. Et plus qu'on avance, ben, plus que il y a des conditions qu'on doit atteindre. Par exemple, à partir d'ici, je dois, par exemple, les joueurs qui n'ont pas un niveau de dévotion suffisamment fort sont éliminés du jeu. OK. Donc, on peut perdre des joueurs en cours de partie. Oui, puis c'est que ça peut être aussi une stratégie de vouloir aller rapidement sur sur l'accélérateur d'événements lorsqu'on est en avance sur les autres, par exemple, ou à l'inverse, des fois, ça peut être avantageux si on n'est pas trop avancé de se priver peut-être d'une action qui pourrait être bénéfique pour éviter que le marqueur d'événement avance trop rapidement. Et la nouveauté dans Ankh, ce que je trouve intéressant, c'est la fusion des dieux. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à un certain moment, ici, dans les événements, les 2 joueurs les moins avancés, ça fonctionne pour une partie à 3, 4 et plus. À 2, ça fonctionne pas. Mais les 2 joueurs les moins avancés dans le pointage
vont fusionner ensemble. OK. Et leurs pouvoirs fait que ça permet justement aux joueurs qui sont un peu plus en arrière de pouvoir récupérer. Ce qui arrive, c'est qu'on joue chacun 2 actions pour nos dieux. Quand les dieux fusionnent, ben, chacun va faire une action pour le dieu, puis leurs pouvoirs vont ensemble aussi. OK, donc c'est ça. Même s'il y a des joueurs qui peuvent être comme éliminés de la partie, ben, ils peuvent rester... Qui traînent la patte, pas éliminés. Un coup que tu es éliminé, en fait, l'élimination arrive quand même proche de la fin. On doit avoir un niveau de dévotion suffisant, sinon ça fonctionne plus. Puis le premier joueur qui atteint le niveau maximum, il a gagné. C'est le seul dieu qui va rester dans l'histoire. OK, donc c'est pas comme une partie de risque où est-ce qu'on peut perdre un joueur après une demi-heure, puis après ça, les 2 autres continuent pendant 3 heures de temps. Non, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, les joueurs qui sont un peu plus en arrière, ben, ça leur donne une chance de pouvoir récupérer, de pouvoir se ramener. Et puis, ça peut quand même se jouer assez rapidement, même si, bon, c'est un jeu de placement. En fait, la partie un peu plus longue, c'est les combats. Parce que plus qu'on a de territoire, ben, plus que les combats, il va en avoir. En fait, il y a un combat par territoire où on est. OK, puis c'est des combats qui sont... la chance intervient beaucoup? Ben, en fait, c'est qu'on a chacun un paquet de cartes. Okay. Et ce sont les mêmes cartes, en fait. Et ce qui arrive, c'est qu'on additionne nos forces. En fait, même si les figurines de divinité sont imposantes, en fait, ils valent juste 1 de combat, mais leur caractéristique, c'est qu'ils meurent jamais. Okay. Tandis que tous les autres personnages, un coup que le combat est perdu, toutes les figurines sont éliminées. Et ce qui arrive, c'est qu'on additionne le nombre de figurines présentes sur la région avec la carte qu'on va jouer. Puis un coup que la carte est jouée, ben, je veux dire, les autres joueurs voient qu'est-ce qu'on a joué, fait qu'on peut plus on les a plus dans nos mains, on peut plus jouer, fait qu'il y a une espèce de stratégie un peu là-dedans. Puis t'as des cartes, c'est ça qui vont, par exemple, demander de payer en nombre de fidèles. T'as des cartes qui vont donner un bonus, par exemple, si j'ai certains personnages dans le désert ou dans les crues. Fait que c'est à travers ça qu'on va arrimer nos stratégies. Donc, aussi, les notions de territoire va changer un peu certaines dynamiques dans... Oh oui, oui. OK. Ouais. Fait que c'est une course à la conquête de monuments. Et lorsque les monuments ont terminé d'être conquis, là, on se tape dessus pour essayer de conquérir ceux des autres. Parfait. Ben, je te remercie beaucoup. C'est un beau jeu. Yes, merci. À la prochaine. À la prochaine.